Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le bonheur de recevoir Charlotte Jolicoeur-Desroches. Salut Charlotte. Allô. Hey, merci d'être ici aujourd'hui. J'avais tellement hâte de te rencontrer. En fait, quand j'ai eu l'idée de lancer Plein Potentiel, tu es une des premières personnes que j'ai contactées. Parce que j'ai l'impression que tu incarnes ça, dans le sens où dans les dernières années, tu as tellement évolué, du moins de ce qu'on peut voir sur les médias sociaux. Et j'ai l'impression que les décisions que tu prends sont réellement alignées avec la personne que tu veux devenir. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que tu en as pris des décisions pas faciles dans les dernières années. Donc, j'aimerais commencer avec l'histoire. L'histoire. Oui. On part d'où, c'est ça? OK. Tu étais médecin. Oui. Donc, d'abord, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir médecin, puis pourquoi on en parle au passé aujourd'hui. Dans le fond, moi, à la base, j'ai fait beaucoup de gymnastique. Fait que, mon parcours depuis que je suis enfant, ça a été dans de la gymnastique, mais de haut niveau, fait que sport-études, tout ça, jusqu'à mon cégep. J'ai fait mon cégep en 3 ans parce que la gymnastique, c'était vraiment toute ma vie. Fait que, j'ai toujours baigné dans tout ce qui était sport, activité physique. Puis, mon frère aussi, dans le sport. Ma mère, de base, elle avait une formation en nutrition aussi. Fait que, on a toujours été dans une famille très sportive. L'alimentation, la cuisine, c'est toujours quelque chose qui a fait partie de mon quotidien. Et j'ai toujours aimé l'humain dans son ensemble, autant psychologique que physique. Fait que, tout ça, l'humain dans sa globalité. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup jaser avec le monde. J'aime le contact physique, j'aime le contact personnel comme ça. Puis, j'aime aider. Fait que je me disais, j'ai hésité. Je me disais, gymnastique, j'ai tellement été en physiothérapie que j'étais comme, physio, nutrition. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, dans le fond, la médecine, c'est tellement vaste, c'est tellement... C'est tout ça. C'est tout. Ouais. C'est l'humain dans sa... Puis, le psychologique aussi. Fait que c'est vraiment la personne dans sa globalité. Puis, je me disais, j'ai les notes. Mes parents étaient médecins aussi. Fait que, j'ai vu un petit peu tout l'impact qu'ils pouvaient avoir. C'est jamais mes parents qui m'ont poussé à aller vers ça, mais je voyais un peu tout le positif qu'on pouvait avoir sur les gens. Fait que, je me suis dit, c'est sûr que je vais y trouver mon compte. C'est tellement vaste, la médecine. C'est que t'aimes les gens ou que tu veux plus faire un travail de laboratoire, de recherche. Je vais y trouver mon compte. Fait que c'est un petit peu pour ça, dans le fond, que j'ai été en médecine. J'ai gradué en 2018, dans le fond, à l'Université de Montréal, en médecine familiale. Fait que j'ai fait mon 7 ans à Montréal. Puis j'ai pratiqué à Shawinigan, dans le fond, du moment que j'ai gradué. J'ai touché à tout. J'ai fait beaucoup de cliniques avec du bureau normal. J'ai fait de l'hospitalisation. J'ai fait du CHSLD. Puis j'ai fait des soins à domicile. Fait que les patients qui pouvaient pas se déplacer au bureau, j'allais les voir. J'allais les voir à la maison. Fait que j'ai touché à différents aspects de la médecine familiale. Puis parallèlement à ça, moi je suis porteuse d'une mutation génétique. Dans le fond, c'est le BRCA. Fait que c'est une mutation, grossièrement, là, c'est une mutation qui mettait comme à très haut risque d'avoir le cancer du sein. Fait que, on parle de genre 85-87% de risque d'avoir le cancer du sein. Puis c'est des cancers qui arrivent vraiment en jeune âge, avant 40 ans. Des cancers qui sont super agressifs, tout ça. Fait que, puis ça atteint aussi les ovaires. Fait que, au risque d'avoir le cancer des ovaires. Fait que, depuis que je l'ai su comme à 20 ans que j'avais ce gène-là. Fait que, ça a toujours été une préoccupation constante. Et on savait, mon chum puis moi, qu'une des solutions, un des traitements, si on veut, une fois que tu es porteuse de ce gène-là, ce qui est conseillé, c'est de faire l'ablation des seins et l'ablation des ovaires. Fait qu'une mastectomie puis l'ablation des ovaires. Fait que, mon chum puis moi, on avait dans l'idée de se dire, on veut avoir une famille, puis vu que le cancer arrive en jeune âge, on veut avoir nos enfants. On savait pas combien d'enfants on voulait, mais on s'est dit, on va les avoir rapprochés. Puis, tu sais, on va enclencher la machine pour qu'éventuellement, je puisse me faire opérer. J'ai 33 ans, fait que ma tante a eu le cancer à 37 ans. Fait que, on savait, veut pas, que on pouvait pas laisser aller la vie puis se dire, on verra, puis espacer nos enfants. Puis, fait que on avait une précision calculée. Oui, quand même. Mais en même temps, on était rendu là, tout ça, mais ça a comme... j'ai gradué, puis on s'est dit, j'ai pratiqué 1 an, 2 ans, on va commencer à essayer d'avoir des bébés. Puis ça fait en sorte que, j'ai eu mes enfants très, très rapprochés. Ils ont comme 19-20 mois de différence. Fait que, ça l'a fait en sorte que j'ai eu 3 grossesses
extrêmement rapprochés, 3 postpartum, tu sais, back-à-back. Puis je savais que j'allais avoir ma chirurgie aussi, la mastectomie, le post-op, la convalescence qui vient avec. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de choses en ce moment qui faisaient en sorte que, tu sais, mon conjoint puis moi, parce que c'est une décision quand même de couple, on s'est dit, ben, je vais prendre une pause de ma carrière professionnelle parce que je pense que dans justement, tu disais en introduction un peu qu'il y a beaucoup de... C'est une étape ces temps-ci, ces années-là, ces dernières années, ça a été beaucoup de bouleversements. Puis tu sais, c'est une grosse... C'est ça, c'est des grosses décisions, c'est des gros morceaux. Puis tu sais, la maternité aussi, c'est des bouleversements. Fait que tu sais, quand on était là-dedans, on s'est dit, ben regarde, on va prendre une pause. Je vais prendre une pause de ma carrière professionnelle. Puis je vais vraiment me concentrer sur ma santé physique à moi parce que je savais tout ce qui s'en venait. Puis aussi, tu sais, vraiment me concentrer sur mes 3 enfants. Tu sais, la petite enfance, je pense que ça passe tellement vite. Tu sais, ma plus vieille, elle va rentrer à maternelle là, en septembre. Ouais, tu sais, j'ai pas vu le temps passer. Puis tu sais, je suis comme, c'est des moments qui reviendront pas. J'ai envie de passer ce temps-là avec eux. Puis tu sais, après ça, l'avenir, on verra. Tu sais, j'ai plein de projets, on pourra s'en parler, mais j'ai plein de choses qui bouillonnent en ce moment. Mais tu sais, je sais pas trop où je m'en vais nécessairement avec ça. Fait que tu sais, c'est comme... Tout ça qui a fait en sorte que... Décidé de mettre une pause là-dessus. Oui, exactement. Fait que c'était pas nécessairement définitif. Non, c'est sûr que présentement, avec comment la médecine, elle est actuellement, on est dans une médecine on est en pénurie de médecins de famille, puis avec le ministre Dubé, c'est sûr qu'on est dans une médecine qui fait plus de la médecine de haut débit. Effectivement, moi, j'appelle ça de la médecine fast-food. Il faut voir le plus de patients possible, le plus rapidement possible. Fait que, c'est de la médecine où on nous demande de voir des patients en 10, 15, 20 minutes. Puis, c'est vite ça. Puis, moi, j'ai l'impression de pas nécessairement offrir une médecine de qualité. Je ressentais beaucoup de pression par rapport à ça. Fait que, c'est difficile. J'ai juste... Concrètement, tu sais, quand tu vois un patient, mais toi, tu es au sans rendez-vous, tu as une personne âgée que tu appelles pour dire Madame Urtubise, présentez-vous le temps qu'elle marche, puis là, tu vas la voir, tu marches avec elle, le temps qu'elle marche pour te rendre à ton bureau, qu'elle arrive, qu'elle s'assoit, qu'elle enlève son manteau, que tu prennes sa pression, qu'elle t'explique dans ses mots son histoire, pourquoi elle vient te voir. Le temps est passé comme ça. Fait que, comment tu veux faire un examen complet, qui a du bon sens, comment tu veux... Puis là, je dis l'exemple de la personne âgée, mais une jeune adolescente qui vient te voir pour de la contraception, si tu veux faire une bonne job, puis tu veux avoir un lien thérapeutique avec elle, faut que tu prennes ce temps-là, faut que tu regardes, as-tu été active sexuellement? Comment ça s'est passé? Elle a-tu subi de la violence ou ça s'est fait en douceur? Est-ce qu'elle a des questions? Est-ce que... As-tu des... Tu veux bâtir ce lien-là qui va te servir à long terme, de bâtir une relation de confiance. Fait que dans n'importe quoi, je me sentais vraiment un petit peu... j'avais pas l'impression de faire une médecine qui me ressemblait. J'aime beaucoup tout ce qui est prévention aussi, prévention de la santé. Puis c'est comme, en ce moment, c'est difficile, voire impossible d'essayer d'intégrer ça dans le contexte actuel. Pour faire de la prévention, il faut avoir le portrait global de la personne qui est devant nous. Exact. Puis là, t'avais pas le temps. Non, c'est dans le temps qui nous est alloué. Ce qu'on voit pas aussi, c'est toute la préparation en amont. Tu sais, si je te vois au bureau, ben avant que je te vois, je vais voir, la dernière fois, on s'était parlé de quoi? Ah ouais, tu sais, on en était là, ton pap test, es-tu à jour? Fait que ça, c'est dans le temps. Puis il y a aussi le après, il faut que j'écrive ma note. Fait que qu'est-ce qu'on s'est dit? On en est où? Fait que tout ça, c'est dans le peu de temps qui m'est alloué. Fait que tu sais, c'est comme cette sensation-là de faire de la médecine qui va vite. Tu sais, c'est quasiment... On était rendu à dire à ma clinique, c'est pas une politique gouvernementale, mais pour essayer de rentrer dans les exigences et de dire, ben tu as le droit à une plainte. Une visite, une plainte. Fait que tu vas au sans rendez-vous, mais toi, mettons, tu tousses, mais tu as aussi mal au ventre. Non. Tu choisis ta plainte principale. C'est un problème, une visite. Tu reprendras rendez-vous parce qu'il y a cette pression-là de temps de fournir un service. Mais tu sais, en même temps, toi, tu prends congé de ton travail pour venir me voir. T'as le goût de me parler. D'être écoutée. Oui, tu viens, t'as une dépression postpartum. Comment t'écouter quand dans ta tête, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai déjà 30 minutes de retard puis j'ai pas fait ma note. Tu sais, il y a ça qui faisait, tu sais, qui a joué, veux pas, dans ma décision de dire, ben pour l'instant, on va mettre ça de côté, on va se concentrer sur la famille, puis
veux pas, comme je te dis, tu sais, ma plus vieille rentre à l'école, on verra, tu sais, dans... Ouais. assez rapidement, ils vont aller tous à l'école, puis on verra la vie, qu'est-ce que l'avenir, là. Mais j'ai l'impression que ce que tu décris, il doit pas avoir grand monde qui ont étudié en médecine qui recherchent ça non plus. Non. Fait qu'au-delà, tu sais, oui, toi, t'as eu peut-être l'opportunité de rester à la maison, d'avoir un conjoint qui te supporte, mais la plupart des médecins, je vois pas comment ils peuvent se sentir épanouis dans un système bien comme ça. Non, Ouais. c'est pour ça je pense qu'il y a autant un épuisement tu sais, au niveau des médecins, puis autant il y a tant de monde, j'ai des amis qui quittent pour le privé parce que justement tu sais, je pense que la médecine c'est une vocation, puis on veut aider, puis sauf qu'à un moment donné on est comme tiraillé entre ça, de faire une médecine de qualité. Puis cette médecine-là, au début, tu sais, c'est sûr, exact. Puis tu sais, il y a des gens qui sont bons là, sous pression, des gens qui font de l'urgence. Tu sais, comme dans ce que je t'ai dit que j'avais fait, tu as entendu CHSLD puis soins à domicile parce que j'aime prendre mon temps, j'aime parler, j'aime. Tu sais, j'étais du genre du médecin à écrire c'est quoi le nom de ton chien, comme parce que je sais que tu avais un animal, puis pour toi, c'était ta vie. J'écrivais le nom du chien, puis quand on se revoyait, hey, comment ça va avec... tu sais, j'aimais ça, puis ça, c'est pas possible actuellement en tout cas, je vois pas comment c'est possible. Mais il y a des médecins qui c'est plus des médecins d'urgence, de sans rendez-vous, qui sont bons dans l'action, qui sont bons dans l'adrénaline, puis eux, peut-être qu'ils trouvent plus leur compte en ce moment. Oui, puis ils sont dans un contexte où les gens s'attendent à être pris en charge rapidement, puis ils vont à l'urgence parce qu'ils ont un problème. Fait qu'un patient, un problème, ça marche. Exact. Puis tu sais, le sans rendez-vous aussi, tu sais, si on parle de ça, c'est que, tu sais, de plus en plus aussi, il fallait prendre des patients orphelins, donc des patients qui n'avaient pas de médecin de famille, il fallait les voir au sans rendez-vous. Mais ça, puis je le comprends, tu sais, tout ce que je te dis, c'est comme plus mon ressenti, mais je le comprends qu'il y a une demande qui est là. Mais le fait de voir des orphelins, c'est que c'est pas toi le médecin de famille, t'as accès à rien. Tu sais pas c'est qui la personne qui est devant toi. Fait que ça revient pour moi, ça revenait à faire de l'urgence, dans le sens que c'est du ponctuel, c'est du mais dans les faits, tu traites pas t'as pas tout le côté social, t'as pas c'est pas la médecine familiale que je m'imaginais, que tu traites la grand-maman, la maman, t'as les enfants, t'as toute l'espèce de dynamique qui t'aide à comprendre aussi. Autour, exact. Fait que c'est tout ça aussi qui a fait qui a joué un petit peu dans notre décision. Mais ça fait combien de temps là, que c'est mis sur pause? 5 ans? Que ça fait 5 ans? Non, que c'est officiel. Mettons que je me suis désinscrite du Collège des médecins. Ça va faire 1 an et demi environ, je dirais. Puis, comment ça fonctionne, c'est que tu as 3 ans, dans le fond, pour décider de recommencer sans avoir, pas de pénalité, mais de stage ou de trucs de réinsertion à faire. Quand ça fait plus que cette durée-là, ben là, si je voulais recommencer, à ce moment-là, j'ai des stages pour me remettre à jour puis tout ça. Mais, je te dis ça, puis la médecine, c'est encore quelque chose qui est important. C'est pas comme... ça me rejoint pas, je suis pas, c'est quelque chose qui, je veux pas perdre ma médecine, ça a été des années super belles, j'ai appris plein de choses, j'ai encore ce désir-là d'aider, puis c'est pour ça, tu parlais un peu des réseaux sociaux, dans le peu de temps que j'essaie de faire un petit peu de vulgarisation scientifique, j'essaie de faire des petites capsules santé ici et là pour essayer de, je fais de la formation continue, j'enseigne à l'université à Trois-Rivières parce que aux futures infirmières praticiennes spécialisées parce que ben ça me permet de me forcer à dire comme OK, ben là je vais donner un cours sur l'hypertension, fait que je me remets dedans, je bâtis ce cours là, fait que ça me permet de me garder à jour, puis parallèlement à ça, là j'ai commencé une nouvelle un nouveau projet, une nouvelle certification spécialisation dans le fond, une médecine qui est différente. Fait que je suis en train de me former aussi, puis c'est ça je te dis, après ça au moins, j'ai l'impression que, oui, je suis maman à la maison, oui, mon 100% est dévoué à mes enfants, mais je pense que c'est important quand même d'avoir quand même ces petits projets-là à soi, puis des choses qui me gardent intellectuellement aussi stimulée. Mes enfants me stimulent pas, mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai pas envie de perdre non plus parce que ça a été tellement d'efforts. 7 ans, puis comme tu l'as dit, ça reste une vocation. Oui, quand tu décides de devenir médecin, ça fait partie de toi. Ça ressemblait à quoi la discussion avec ton conjoint de dire comme, hey, tu sais quoi, je pense que la médecine comme celle-là, pour moi, c'est peut-être terminé. C'est drôle parce que on dirait que je me vois pas m'asseoir avec lui puis avoir cette discussion-là. On dirait que ça, de lui-même, tu sais, on dirait que la première grossesse, tout de suite l'accouchement, le postpartum, je suis tout de suite retombée enceinte. On dirait que ça s'est comme tellement déboulé. Puis je pense qu'il me voyait possiblement
pas si heureuse. Tu sais, la Charlotte aux études, qui aimait apprendre, qui adore aller en congrès, puis tout ça. Puis la Charlotte en pratique médicale, avec cette pression-là, puis d'avoir l'impression de peut-être pas faire la médecine qu'elle s'était imaginée. Je pense qu'il le voyait lui aussi. Puis tu sais, lui aussi, il le vit à sa façon, mais tu sais, je pense que il me voyait aller. Puis on dirait que ça s'est fait comme un peu tout naturellement de se dire, ben est-ce qu'on est capable de se permettre cette pause-là? Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'ils me voient. Puis la même chose, j'en ai parlé à mes parents aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde voyait. Je pense que c'est ça qui est le mieux pour toi. Je pense que... Puis, tu sais, dans la vie, des fois, j'ai l'impression que c'est comme des bulles. Des fois, il y a certaines bulles qui prennent plus d'espace. Puis après ça, ben d'autres bulles vont prendre un peu plus d'espace. Et là, en ce moment, c'est vraiment la bulle familiale. Ouais. Puis à travers ça, j'essaie de me garder une petite bulle de carrière professionnelle qui est tout petite, mais j'essaie de la maintenir. Puis éventuellement, la bulle familiale va prendre un peu moins de place. Puis la bulle carrière va reprendre sa place. Fait que, tu sais, j'essaie de le voir un petit peu comme ça. Mais on dirait que ça s'est fait comme un petit peu... Fait que naturellement. C'est une grosse décision, mais ça s'est pas fait de façon drastique. Ouais, non, exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu as 3 enfants. Oui. Tu l'as dit, vous avez toujours voulu avoir des enfants, mais c'est quoi d'être maman à la maison pour toi? Puis comment... qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Premièrement, mais tu sais, je pense que c'est le fun d'être 100% honnête puis transparente. Tu sais, je pense que la maternité, c'est le plus beau rôle que je... Puis tu sais, je le ferais pas, je serais pas maman à la maison si j'aimais pas ça. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment... J'ai toujours eu cette fibre maternelle-là. J'adore... je suis une fille de... Oui, j'ai une fibre maternelle, mais j'adore comme stimuler mes enfants. J'adore faire des activités. Je suis une fille d'action. Je suis une fille de projets, de bricolage. Pour moi, c'est quelque chose qui... J'aime ça jouer avec eux. Vraiment. Tu sais, j'aime ça, moi. Tu sais, m'installer, on fait une recette, on fait faire une activité sensorielle. Tu sais, je pense que c'est difficile à expliquer, mais c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Puis de pouvoir le faire avec mes propres enfants, c'est fantastique. Mais j'aime les enfants en général. Mais tu sais, c'est sûr qu'en même temps, on dirait que ça te remet un petit peu en pleine face. Tes lacunes, mettons, tes défis, je réalise que, mettons, la patience, c'est pas ma plus belle qualité. Toutes les mères, surtout 3 enfants. Moi, cette semaine, j'ai été seule avec mes enfants. Mon mari était à l'extérieur du pays, puis j'étais comme, je peux pas m'imaginer être dans cette situation-là tout le temps. Ouais. Mais, fait que, tu sais, j'ai de la chance, en fait, pour mon profil de maman, d'avoir comme ma carrière, puis de pouvoir m'épanouir comme ça. Puis mes enfants, ben, tu sais, sont à l'école, à la garderie ou au camp de jour. Mais, tu sais, puis cette semaine, je me disais, hey, des mamans à la maison ou même des mères célibataires, j'étais comme, je peux pas m'imaginer. Mais en même temps, j'ai un profil complètement différent du tien, j'ai l'impression, dans le sens où, tu sais, je vais être moins joueuse ou, tu sais, des bricolages, c'est moins comme mon truc. Fait que mes enfants, je vais être comme, hey, on va-tu jouer au hockey dehors? Puis là, je vais les regarder jouer au hockey. Puis le fait de t'accomplir dans ton travail, ça fait en sorte que quand t'arrives à la maison, là, t'es plus... disposée, mettons, à t'investir. On dirait que j'ai essayé d'envoyer en fait, j'ai tout essayé à un moment donné de dire, ben quand j'essayais de jumeler entre mes grossesses, de dire, bon, est-ce que j'essaie de retourner travailler? J'ai fait un petit peu de CHSLD en tout cas, ça s'est tout entrecoupé, mais j'ai essayé d'envoyer ma Rachel à la garderie et ça a été pour moi extrêmement, extrêmement difficile. Puis c'est pas qu'on a une relation qui est nécessairement fusionnelle ou, tu sais, Rachel a fait plein d'activités toute seule, puis elle a fait des cours de danse, puis, tu sais, je pense qu'elle apprend à socialiser de différentes façons. Mais c'était comme, c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'était dans de moi de dire, mais je suis capable de faire ce travail-là, de tu le savais qu'est-ce qui était le mieux pour... Oui, je sais pas, c'est difficile, hein? Toi et pour elle, à ce moment-là. Exact. C'est fou comment, quand on devient mère... on est tellement plus bienveillante envers les autres mamans parce qu'on comprend. Puis une fois que tu comprends aussi que tout le monde est différent, tout le monde a une manière. Tu sais, j'en ai des amis qui sont mamans à la maison, j'en ai d'autres qui ont envoyé leur enfant à la garderie quand leur enfant avait genre 6 mois. Il y en a d'autres que c'était à 1 an. C'est fou tellement comment... tout correct. Tu sais, c'est ça, c'est chacun bien fait ses choix. Puis je pense que quand tu réussis à être vraiment aligné avec ce que
ton réel désir, ta réelle envie, on dirait que ça se fait. Tu sais, on dirait que j'allais vraiment à l'encontre de ce que je voulais. Tu sais, j'allais les porter à la garderie, mais pour moi, j'essayais de me convaitre. Non, c'est bien, j'ai fait ça. Mais tu sais, ils vont développer. Exact. J'essayais de trouver des arguments. Oui. Alors que, tu sais, c'est ça. C'était pas aligné vraiment avec moi. Tu sais, juste de m'imaginer que Rachel rentre à l'école. Ouais. Tu sais, mon petit trio, là, crime. Tu sais, on fait tout ensemble. On est toujours tout ensemble. On fait du vélo ensemble. On s'en va, tu sais, peu importe des activités. On fait l'épicerie, on y va ensemble, tu sais. Puis de m'imaginer que Rachel, tu sais, super contente, t'es excitée, puis je suis excitée pour elle, mais ça fait quand même un certain... c'est ça, il y a une autre étape aussi de voir, notre petit trio d'enfants, il va se diviser, tu sais. Même pour mes autres, ça va faire... C'est particulier, là. On est tout le temps ensemble. Oui. Puis dans quelques années, ils vont être les 3 au primaire en même temps. Ça, c'est pas le fait qu'ils soient rapprochés. Oui. Au final, c'était comme un peu une décision on n'avait pas le choix d'avoir nos enfants rapprochés. Mais maintenant qu'on est dedans, je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense qu'à refaire, je ferais possiblement la même chose. Ouais. C'est comment d'avoir 3 enfants? Moi, j'en ai 2, puis genre, je trouve ça difficile. Fait que, tu sais, pourquoi vous avez, exemple, après 2... Ça a été la plus longue des... Tu sais, mettons, avoir notre premier, pour nous, c'était évident, on voulait un enfant. Après ça s'est fait vraiment tout naturellement. Sans qu'on en parle vraiment, tu sais, c'était comme, dans notre tête, c'était... On est au moins 4. Oui, tu sais, c'était comme on fait un deuxième enfant. Puis après la naissance de Victor, là, on s'est plus posé la question, on s'est arrêté. Est-ce qu'on veut un 3e enfant? Est-ce qu'on a de la place, pas dans notre maison, mais dans notre mental, dans notre cœur, dans notre dynamique familiale? Est-ce qu'on a l'énergie pour un 3e enfant? Tu sais, il y a eu plus cette réflexion-là. Ouais. Mais moi, je me suis toujours imaginée, je sais pas, tu sais, c'est comme, encore là, c'est une question de gut feeling, hein, tu sais, c'est comme j'avais vraiment l'impression que ma famille était pas complète, c'est dur à expliquer. Puis mon chum, il vient d'une famille de 3 enfants, ils sont 3. Fait que, tu sais, lui aussi, il a vécu la dynamique à 3. Nous, on est 2 dans ma famille, mais j'avais hey, tu sais, on le fait, j'ai envie d'avoir cette grande famille-là, j'ai envie d'avoir cette dynamique-là. Je le ressentais en dedans de moi. Puis, tu vois, la transition 2 à 3 a été clairement la plus facile. Là, vraiment. C'est comme... C'est ce qu'il dit. Je sais pas. Mais c'est vrai. Pour vrai, là, ça s'est fait tellement plus naturellement. Rachel est plus vieille, elle avait elle comprenait mieux qu'est-ce qui s'est... Puis pourtant, j'ai eu un dernier accouchement des plus épouvantables. Mais malgré tout, mon postpartum a été le plus doux et le plus... c'est ça, c'est comme si quand je pense que quand tu dis quand les choses s'alignent, on dirait que c'était fait pour que notre famille... Puis tu sais, là, c'est ça. Notre famille est complète de cette façon-là. Puis je sens que c'est complet. Tu sais, on dirait que... Tu le ressens. Est-ce que tu viens de le nommer que tu as eu un accouchement difficile? Moi, je me rappelle de mes 2 accouchements. Est-ce que ça a laissé comme un goût amer, comme à la fin de la page de l'histoire qui se tourne? Comment ça a comme terminé? Tu le savais que c'était ton dernier accouchement? Je savais que c'était mon dernier accouchement. Puis je savais, contrairement aux autres accouchements, je savais que c'était ma seule césarienne planifiée. Première, c'était un essai d'accouchement vaginal qui n'a pas fonctionné. J'ai fini en césarienne d'urgence. À mon deuxième, on s'est dit, on va essayer vraiment un AVAC, donc un accouchement vaginal après une césarienne. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fini en césarienne. Fait que là, c'était comme, ben là, on n'a pas le choix. C'est la première fois que c'était planifié. C'était différent. Comme tout le monde me disait, hey, tu vas voir une césarienne planifiée. C'est pas la même chose que tes autres césariennes. Doux. Tu sais, j'avais vraiment comme, OK, parfait. C'était vraiment différent comme... parce que t'arrives pas là, il n'y a pas d'urgence quand t'arrives à l'hôpital. Ta date, j'étais calme, j'étais reposée, j'étais avec mon conjoint, puis finalement, tu sais, vite, en tout cas, ça finit en grosse hémorragie intra-abdominale, donc on le voyait pas, mais ça continuait à saigner à l'intérieur de mon ventre. Fait que, tu sais, il a fallu que je sois réopérée, que j'aie un drain pour c'est ça, des transfusions, tout ça. J'ai été longtemps à l'hôpital. Mais, tu sais, c'est sûr que j'avais tellement espoir que cette dernière, tu sais, j'ai tellement vécu des deuils à chaque fois de dire, tu sais, j'ai pas réussi. Ben, oui, vraiment, je vais le dire, là. Ouais. Mon premier accouchement, je suis comme, j'ai pas réussi, j'ai fini en césarienne. Le deuxième, là, je vais me préparer. Tu vas voir, me le réussir. Tu sais, c'était vraiment cette mentalité-là de, là, je vais tout faire en sorte. J'avais consulté, tu sais, quelqu'un, une doula, pour venir me donner des trucs avant. Tu sais, j'avais vraiment tout mis en place pour que ça marche. Puis là, encore un échec. Là, je me disais, là, la troisième, regarde, tout le monde te le dit, une césarienne planifiée, c'est différent. Je vais pouvoir vivre un accouchement, tu sais. Ben, sans attendre déjà. Exact, tu sais. Puis que là, que ça se termine comme ça. Là, tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est comme...
une accumulation de un peu de déception, mais tu sais, au final, tu sais, j'ai failli changer le nom de ma dernière tellement j'étais comme, j'ai tellement été traumatisée de cet accouchement-là que j'étais comme, je peux pas appeler ma fille le nom que je m'étais dit, je veux pas associer ça j'étais tellement déconnectée, j'étais comme, on va changer de nom, je veux comme oublier complètement cette période-là. Oui, tu sais, on efface, on repart. Puis tu sais, au final, je repense à tout ça, puis tu sais, encore là, j'ai encore des examens, des échographies pour mes ovaires, puis tu sais, je suis retournée cette semaine à l'hôpital, puis c'est de me revoir à l'hôpital à chaque fois que je suis sur la table d'examen de radiologie, j'ai encore des flashs de ces examens-là où j'étais vraiment en souffrance. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est comme ça. J'aurais aimé que la tournure soit différente. Fait que, tu sais, je pense que ça laisse, veut pas. Ça laisse, veut pas, tu sais, je regarde un film, puis il y a une femme qui accouche. Tu sais, puis là, je pleure. Tu sais, pourtant, j'ai une belle famille, mes 3 enfants sont en santé, mais ça l'a laissé quand même sa marque, là. Ouais. Ben, c'est quelque chose qu'on vit qui est tellement intense, puis même quand c'est ton 3e, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Là. Et combien de temps après, t'as un garçon et 2 filles? Oui, exact. Combien de temps après ta 2e fille, là, dans le fond, ton 3e accouchement, tu savais que tu allais avoir tes chirurgies? C'était planifié depuis très longtemps, dans le sens que moi, pour moi, c'était important d'allaiter. C'était quelque chose que je voulais faire. Fait que, tu sais, on s'était dit, mettons mes autres enfants, j'avais comme allaité jusqu'à temps que naturellement, mes enfants, fait que c'était vers 12 mois, tu sais. Naturellement, ils prenaient plus le sein. J'avais beau vouloir, ils voulaient plus. Fait que, tu sais, ça s'est fait super naturellement. Là, contrairement à ça, on s'était dit, je vais raccourcir, je vais allaiter. C'était important pour moi, mais on s'était dit, je vais limiter. Fait que, pour moi, je voulais faire un 9 mois, un 9 mois d'allaitement exclusif. Mais oui, d'allaitement. Puis qu'après ça, dans le fond, parce qu'il fallait attendre un 6 mois entre la fin d'allaitement et pouvoir avoir une mastectomie, tu sais, pour que les canaux, tout ça, exact. Fait que, tu sais, j'avais ce délai-là. Puis, tu sais, on trouvait qu'à un moment donné, de repousser, c'est toujours, tu sais, tu le sais pas, probablement, on le sait pas, tu sais. C'est juste que tu t'étires toujours l'élastique à dire, oh non, encore un petit peu. Tu sais, moi, j'aurais voulu continuer à allaiter. Pour moi, ça a été difficile. Je me rappelle, tu sais, de dire, OK, là, j'allaite pour la dernière fois. C'est la première fois que je prends une décision de dire, OK, là, je m'installe sur la chaise. Puis c'est la dernière fois que j'allaite, tu sais. Je m'en rappelle encore. Fait que, ça a été pour moi quelque chose de très, très difficile. Fait que, tu sais, dans le sens que, fait que tout ça pour dire que ma mastectomie, c'était comme planifié déjà du moment où je suis tombée enceinte de Clémence. On s'était dit, je vais allaiter un certain temps, mais après ça, c'est surtout mon conjoint, là, lui, il était comme, là, on se donne une limite parce que sinon, je te connais, tu vas toujours repousser, là, tu sais, c'est comme, puis tout à fait, c'est ce que j'aurais fait. Tu sais, mais non, je suis encore correcte, je suis correcte, il y a rien. Fait que, mais c'est toujours un petit peu, c'est ça, comme je te dis, de tirer l'élastique jusqu'à quand. Plus le risque augmente. Exact. C'est comme j'ai 33 ans, ma tante, c'est 37. Fait que, c'est ça. Il y avait comme cette. Puis est-ce que la mastectomie, c'était la seule option? Dans le fond, c'est l'option qui est de plus en plus souhaitée. En attendant d'avoir la chirurgie, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que tu as des suivis. Fait que tu as des échographies des seins, des mammographies, des résonances magnétiques, à peu près aux 6 mois, puis des examens cliniques là, avec ton chirurgien. Fait qu'il y a des femmes qui vont préférer garder cette option-là de juste toute leur vie continuer à avoir des suivis aux 6 mois. Fait que, tu sais, c'est une option qui est discutée, mais de plus en plus, les médecins vont vraiment préconiser vraiment d'aller avec la mastectomie, parce qu'une fois que tu as fait ta mastectomie, tu reviens à un risque, c'est pas nul, parce que il peut toujours y rester des glandes mammaires à l'intérieur, mais à un risque qui est aussi bas que la population générale. Fait que souvent, c'est ça qui va être mis de l'avant. Puis, tu sais, personnellement, plus ça allait, plus, tu sais, quand j'ai su que j'avais le gène, j'avais à peu près 20 ans. On a commencé les examens vers 25 ans. Mais comment tu as su que tu avais le gène? C'est parce que ta tante l'avait. Exact. Puis vu que c'est en bas de 40 ans, dans le fond, il y a différents critères. Tu sais, tu peux pas te dire, ah ben moi, j'aimerais ça savoir, je suis porteuse d'un gène, je vais me faire dépister. Tu sais, il y a vraiment des critères spécifiques. Mais si tu as un cancer du sein avant 40 ans, c'est une indication de se faire dépister. Donc, ma tante, elle s'est fait dépister, puis elle avait ce gène-là. Mon père, c'est son frère. Donc, mon père s'est fait dépister. Il était porteur. Donc, ça peut se transmettre autant
du côté paternel que maternel. Fait que moi, c'est mon papa qui a le gène. Fait que quand j'ai eu 18 ans à peu près, là, c'est là que mes parents m'en ont parlé de dire on a rencontré un généticien qui t'explique vraiment est-ce que tu veux savoir si t'es porteuse, voici les conséquences si t'es porteuse, blablabla. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé de subir le test de dépistage. J'étais porteuse moi aussi, puis là, c'est là que ça s'enclenche. Mais plus je vieillissais, puis surtout du moment où j'ai eu Rachel, ma première, c'est que là, les examens devenaient de plus en plus stressants. Tu sais, à chaque fois, je me disais, OK, il faut que ça soit normal, il faut que ça soit... Puis là, tu sais, parce que ta famille n'était pas complète elle n'était pas complète. Puis tu t'imagines, je me rappelle, moi, j'ai eu un examen, une résonance magnétique qui était anormale, qui ont vu une bosse, qu'il a fallu que j'aille une biopsie. Et mon bébé avait 2 mois à ce moment-là. Tu sais, puis je me rappelle de lui donner le bain. Puis là, j'ai eu le déclic de dire, oh non, je peux pas me permettre de mourir, là. Tu sais, je peux pas, à un moment donné, c'est comme de dire, j'ai un bébé, je veux vivre, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Puis, tu sais, il y a comme un groupe aussi Facebook pour les femmes qui sont BRCA Québec, dans le fond. Puis, plus j'ai commencé à lire là-dessus, à m'y intéresser, plus j'avais des histoires de mamans jeunes dans la trentaine, 3 enfants, cancer à 29 ans, à 32 ans, chimio, etc., avec 3 bébés, là, tu sais. Puis là, je me disais, aïe, 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 tu sais. On dirait que ça a été vraiment ça qui m'a fait en sorte qu'on s'est dit, ben non, tu sais, vraiment, let's go, là, tu sais, on n'attend pas, on y va de l'avant. Puis, tu sais, ça a été tough, mais c'est probablement je me sens tellement libre, là, j'ai plus cette constante préoccupation, tu sais, l'épine Damoclès, là, qu'on dit. J'avais vraiment cette sensation-là de toujours être en attente d'un résultat, en attente d'une biopsie, en attente. Puis ça me grugeait énormément de stress, là. Puis est-ce qu'il fallait que tu te fasses aussi retirer les ovaires? Dans le fond, moi, c'est les ovaires, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'est... Le cancer du sein, c'est vraiment 85 % de risque d'avoir le cancer du sein. Les ovaires, le gène que moi j'ai, c'est une chance sur 4. Un risque sur 4, 25 %. Le problème, c'est que si on enlève les ovaires là, à 30 ans, tu tombes en ménopause. Fait que, il y a tout le downside de ça. Fait que, ce qu'ils suggèrent, c'est de faire enlever les ovaires plus à 40 ans, ce qui est un âge plus... Ouais. Un intermédiaire entre la normalité versus... qui entrent dans leur préménopause. Fait que, quand ils faisaient, dans les études, en regardant les risques, les bénéfices, c'est plus vers 40 ans, 45 ans, même certaines femmes qui vont opter pour enlever les ovaires. Souvent, on se rend compte, par exemple, que le cancer des ovaires origine des trompes. Fait que ça, c'est comme une nouvelle avancée, qui est plus si nouvelle, mais maintenant, on sait que la majorité des cancers des ovaires originent des trompes. Fait que moi, quand j'ai eu ma césarienne, ils se sont dit, on va enlever tes... Oui, je voulais plus d'enfants, fait qu'on va enlever tes trompes. Fait que ça diminue de beaucoup mon risque des ovaires en attendant d'avoir ma vraie chirurgie dans quelques années, là. Fait que c'est ça. Puis finalement, en enlevant mes trompes, c'est là qu'il y a eu un saignement. Fait qu'ils ont dû m'enlever quand même un ovaire. Fait qu'il me reste juste, dans le fond... Oui. Fait qu'au final, il me reste juste un ovaire que je me ferai enlever dans quelques années. Mais là, pour ça, j'ai juste des prises de sang à faire puis encore des échographies aux 6 mois pour être sûr que... Ouais. Est-ce que ça a un impact sur tes hormones, le fait d'avoir juste un ovaire? Dans les faits, ton corps est supposé d'être capable de compenser. Donc, ton autre ovaire est supposé d'être capable de dire, ben on produit plus d'estrogène puis tout ça. Ma mère, par exemple, elle a une condition médicale qui fait qu'elle a une premature ovarian failure, fait qu'il y a une ménopause très précoce. Fait que c'est une maladie auto-immune, dans le fond, qui a fait en sorte qu'elle a été ménopausée à 37 ans. Et j'en ai 33. Et depuis que j'ai eu l'ablation d'un ovaire, sans faire exprès, tout a chamboulé au niveau hormonal, mes cycles, tout ça, c'est vraiment... fait que, j'ai rencontré ma gynécologue pour lui parler de ça. J'ai dit, c'est-tu possible? Tu sais, une femme qui n'aurait pas cette prédisposition génétique-là, comme j'ai, avec ma mère qui a été ménopausée à 37 ans, je comprends que l'autre ovaire devrait compenser, mais est-ce que c'est possible que je sois en préménopause actuellement? Puis, tu sais, on a fait des prises de sang, tout ça, puis en effet, là, ça tout semble dire exactement, qu'il y a ça qui s'est rajouté. Tu sais, dans un sens, je suis comme, enlevons donc l'autre ovaire tant qu'à faire. Non, mais on est déjà rendu là-dedans, mais tu sais, oui, c'est difficile de prouver. Tu sais, la préménopause, c'est difficile t'as pas de prise de sang qui va te dire vraiment, là, t'es en préménopause. Tu peux le faire avec la ménopause. Fait que, tu sais, mais oui, je vis des chamboulements hormonaux depuis tout ça, là. Ah ouais. Fait que donc, depuis ton postpartum. Exact, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, au début, t'allais, tout ça. Fait que, tu te dis les bouffées de chaleur. Tu sais, j'avais des grosses bouffées de chaleur, mais tu te dis, je l'ai vécu un peu dans le postpartum normal. Mais là, ces bouffées-là de chaleur continuaient à arriver alors que, tu sais, j'allaitais plus, que, tu sais,
je veux dire, mon bébé, moi, c'est plus un bébé, elle a 19 mois maintenant, puis ça continuait, mes cycles étaient complètement rendus déboussolés. Mais en même temps, j'ai eu la mastectomie. Il y a tellement de stresseurs, il y a tellement de choses. Tu vis une 3e césarienne qui a compliqué, j'ai été hospitalisée longtemps, je reviens, j'allaite, j'ai une mastectomie. Tout ce stress-là peut aussi jouer sur les menstruations. Fait que, il y a tellement de confondants que je le sais pas. C'est difficile de mettre le doigt sur est-ce que c'est vraiment ça qui se passe. Oui, est-ce que c'est vraiment parce qu'on m'a enlevé un ovaire? Mais bref, il y a quelque chose qui, en ce moment, est chamboulé. Fait que là, il y a eu quand même beaucoup d'interventions sur ton corps, dans le sens où c'est, tu viens de le nommer, c'est du stress. Ouais. Il y a une partie qui c'était ton choix, mais tu n'avais pas le choix. Il y a une partie, c'était suite à l'accouchement, comme c'est super intrusif, tout ça. Comment tu as vécu les changements sur ton corps? Déjà au niveau des seins, ils t'ont retiré. C'est quoi l'intervention qui a été faite? Tu as plusieurs options, dans le fond, quand tu fais la mastectomie. Fait que dans le fond, une mastectomie, c'est qu'ils enlèvent vraiment toute la glande mammaire, comme si tu avais le cancer. Fait qu'ils vont venir vraiment. C'est pas comme une reconstruction esthétique ou quoi que ce soit. C'est vraiment de dire, comme si tu avais le cancer du sein, on va venir gratter toutes tes glandes, on enlève toutes. Puis il y a des femmes qui vont prendre la décision de ne pas se faire de reconstruction mammaire. Donc, vraiment de rester flat. Donc, ils ont vraiment des cicatrices horizontales. C'est fermé, c'est plat. Puis c'est la décision qu'elles prennent. Puis il y a d'autres femmes qui vont subir une reconstruction qui peut se faire par prothèse ou parfois, ils vont prendre vraiment, on appelle ça un diète. Donc, ils vont prendre le gras abdominal puis ils vont refaire vraiment les seins. Souvent, ça va être plus une option quand tu as juste mettons, tu as eu un cancer, tu as juste un sein à refaire parce qu'il faut quand même peut-être du gras. Là, il faut refaire 2 seins. Fait que, pour moi, l'option. Le corps l'assimile pas tout. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont être rejetés. Pour moi, l'option du DIEP, donc prendre mon gras abdominal pour refaire mes seins, c'était pas possible vu que c'était 2 seins qu'il fallait refaire. Fait que moi, c'était soit que je reste complètement flat ou que je fasse la reconstruction avec prothèse. Puis moi, j'ai eu la chance que ça se fasse moi, j'ai opté pour avec reconstruction. Puis j'ai eu la chance que ça se fasse dans une seule chirurgie. Donc, c'est une longue chirurgie, mais tu as la chirurgienne générale qui fait la mastectomie. Puis tout de suite après, tu as la plasticienne dans la même chirurgie qui va aller faire la reconstruction. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas une reconstruction esthétique. Il y a des gens qui pourraient penser, dire, comme une augmentation mammaire. Exact, que tu as juste une petite cicatrice qu'on a mis ta glande en dessous de ton pectoral, puis c'est tout. C'est complètement différent. Mais est-ce que c'est un implant? Oui, dans c'est un implant, exact. Quand tu dis prothèse, c'est un implant comme une oui, exactement. C'est juste que t'as pas, j'ai pas eu le choix de dire quelle taille, j'avais pas 425. Oui, exact, c'est comme elle a fait avec la peau que t'as, l'élasticité. Moi, j'ai eu un sein qui a eu plus de difficultés au niveau de la vascularisation. Il y avait plus de sang au niveau de ma peau. Il a fallu que, il y a eu un sein qui a eu plus de difficultés. Fait que c'est un peu comme on fait ce qui est possible. Après ça, tu as des retouches qui peuvent être faites si t'es pas, s'il y a vraiment une grosse asymétrie ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Fait que, j'aurais pu décider de prendre la décision de. Mais honnêtement, je me dis, je suis jeune, je suis une fille qui est sportive, j'aime ça, m'entraîner. Est-ce que j'aurais vraiment. Puis il y en a qui le font, là, j'en connais des gens, même sur les réseaux sociaux que je suis, qui sont complètement flat, puis qui vivent super bien. Mais je pense que pour moi, en tout cas, du moins au moment où j'ai pris la décision, je trouvais que c'était. Ouais. Est-ce que ça a changé comme ton rapport à ta féminité, par exemple? Comment tu as vécu ça? C'est sûr, puis une chance que mon conjoint est là. Il me ramène beaucoup à l'ordre, dans le sens que c'est plus moi, qui quand je me vois dans le miroir, on dirait que j'ai encore cette fixation-là un peu sur l'esthétique. Hey, me semble que ce sein-là, il y a une drôle de forme. Hey, me semble qu'il y a des vagues ici. Hey, quand je lève mon bras, regarde ici, qu'est-ce que. j'ai comme cette fixation-là. Puis mon conjoint, il me dit tout le temps, hey, tu t'es sauvée d'un cancer. C'est pas une chirurgie esthétique. Charlotte, t'es en vie, t'as 3 enfants, t'es une maman, puis t'es là. Puis essayez vraiment, puis il me le rappelle souvent, puis puis c'est vrai, dans le sens que on s'en fout, là. Honnêtement, j'essaie vraiment de changer ma Ça doit pas être facile, là. Non, mais c'est sûr que c'est de se voir aussi, c'est les cicatrices, là. Là, j'ai plus de mamelon non plus. On enlève le mamelon. Fait que, c'est de se voir aussi, c'est vraiment des cicatrices qui sont verticales. Fait que, de se réapproprier cette nouvelle image-là, c'est quand même particulier d'arriver
t'as tes seins, puis tu reviens de ton opération, puis quand tu découvres ça, t'enlèves les pansements, t'enlèves ton soutien-gorge compressif, puis là, t'as ça. C'est quand même beaucoup de... Puis tu sais, j'ai plus de sensibilité du tout. Tu sais, vu qu'ils ont tout gratté, ben, ils ont gratté les nerfs aussi. Fait que tu sais, j'ai vraiment, en fait, les 2 seins, tout, je ne sens pas. C'est vraiment, ben, pas que je le sens pas, c'est vraiment comme après le dentiste, là, c'est vraiment une sensation d'engourdissement. En tout temps. En tout temps. Ah oui, fait que c'est comme... fait que, même au niveau de la sexualité, c'est sûr que en ce moment, peut-être que ça pour que ce soit plus facilement accessible. Quand est-ce que tu comptes terminer cette certification-là? J'ai 36 mois pour... dans le fond, j'ai commencé au mois de mars, fait que c'est quand même tout récent. Fait qu'on nous laisse 36 mois pour compléter, fait que finir le cours, l'examen. Il faut assister aussi à un congrès là, qui est en présentiel. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est dans longtemps, 36 mois, tu sais, ça me paraît, j'ai du temps, mais je pense que la vie déboule vite. Ouais. Mais tu sais, comme je te dis, j'ai l'enseignement à l'université aussi qui me prend du temps. J'ai des collaborations avec Isabelle Huot qui s'en vient, SOS Ménopause. Tu sais, j'ai comme été invitée comme expert pour le sommeil et la ménopause. Fait que il y a comme plein de petites choses qui m'allument aussi. Fait que tu sais, j'essaie de jongler à travers tout ça. Fait que je pense que je me laisse, mettons, je vais pas passer mon examen cet automne. Ça va aller probablement à l'automne 2026. Oui. Puis, est-ce que tu as des collègues médecins qui l'ont suivi, cette certification-là? J'en connais une qui est en train de le faire elle aussi, puis qui est aussi formée en médecine un peu fonctionnelle, médecine intégrative, fait qui avait cette ouverture-là. Mais j'ai un collègue aussi, là, puis je pense que c'est un livre, s'il y avait une ressource que je trouve super intéressante, c'est mon collègue Dr Sébastien Perron qui a écrit le livre « Pourquoi ton médecin ne te guérira pas ». C'est une bible d'informations, c'est super bien vulgarisé. Puis lui, sans avoir fait cette certification, là, il y a cet intérêt-là sur la médecine du mode de vie. Puis c'est vraiment, vraiment... Oui, ben, je vais mettre le lien dans la description parce que je pense que ça pourrait être un bon point de départ pour comprendre, tu sais, c'est pas le phénomène, mais le fait que les habitudes de vie ont tellement un impact important, puis qu'effectivement, il y a peut-être des étapes à prendre avant de se rendre, tu sais, pas avant de se rendre chez le médecin, mais dans le sens où le médecin va peut-être te prescrire une pilule ou de te donner un conseil, mais si tu revenais en arrière puis tu regardais vraiment tes habitudes de vie, il y a peut-être des changements qui... Oui, puis tu sais, ce qui est fun dans le lifestyle medicine aussi, c'est la vision du... Tu sais, le patient, dans la médecine traditionnelle, il est plus passif, je dirais, tu sais, il est plus... Il reçoit la médication, puis son seul travail, c'est d'être compliant à la médication. Il doit prendre son médicament. Mais quand tu fais le lifestyle medicine, le patient, il est vraiment... C'est lui le pilote, là. Hey, c'est le maître du jeu. Il y a c'est lui qui doit apporter les changements. Il devient spécialiste de sa propre santé. Puis moi, je trouve ça vraiment puissant. Puis le médecin, il est comme... C'est le copilote, il va guider, il va aider, mais c'est le patient qui est vraiment c'est ça, c'est vraiment lui le pilote. Puis tu sais, j'aime bien de voir le médecin plus comme c'est l'expert médical, oui, il a les connaissances, oui, il connaît les médicaments. Mais il y a aussi, dans le lifestyle medicine, le rôle de coach. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me parle, tu sais, de let's go, on fait ça. C'est quoi le plan de match? C'est quoi la première étape qu'on va faire ensemble? Puis d'éduquer de cette façon-là, je trouve ça vraiment quelque chose qui me... de travailler en équipe avec son médecin vers un même objectif. Puis comme tu l'as dit, c'est puissant, ça empower le patient à prendre responsabilité de sa santé, tu sais. Hey, quand tu dis, hey, docteur, j'ai coupé, je prends plus, mettons, parce que ma boisson gazeuse qui contient 34 grammes de sucre, j'ai coupé ça, puis j'ai plus besoin de prendre telle pilule, on est capable de diminuer, puis c'est grâce à lui, c'est lui qui a réussi à se sauver d'une médication parce qu'il a fait des changements. Hey, à quel point tu t'es fière de ce que tu as fait, puis tu sais, je pense que il faut essayer de voir le vieillissement d'une autre façon. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup cette mentalité-là de dire un peu, c'est normal, hein, tu sais, c'est normal, je vieillis, c'est normal de faire un peu de pression, c'est normal d'avoir un petit tente au cœur, mais c'est normal d'avoir des troubles cognitifs. Mais non, c'est pas normal, c'est pas ça le vieillissement normal. C'est une fausse perception qu'on a, puis tu peux vieillir de façon en vitalité, puis d'être capable de, tu sais, quand tu demandes aux gens est-ce que tu es en santé, la majorité des gens vont dire oui, je suis en santé, mais être en santé, c'est tellement plus que ne pas avoir de maladie. Être en santé, c'est d'être capable d'attacher ses bottes l'hiver puis de pas être essoufflé. C'est être capable de courir après son enfant quand il apprend à faire du vélo puis tu veux pas qu'il tombe. C'est ça, être en santé, c'est d'être vraiment, tu sais, en pleine possession de son corps. Puis ça, c'est vraiment puissant. Puis tu sais, je pense qu'il y a de quoi aller un petit peu changer cette
cette vision-là de... Ouais. Ça se prépare à moi, je vois ça comme quasiment là, la santé ou ta retraite ou ta fin de vie. C'est comme quasiment un combat de boxe. C'est quelque chose, c'est comme un boxeur, il va savoir c'est ses angles d'attaque, puis tout ça, c'est quoi ses principales défenses. Ben, c'est un peu la même chose avec la santé. Si tu sais que il y a le cancer, il y a le diabète, les principaux tueurs, si on veut, cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, tu sais, c'est où tes angles d'attaque, comment tu peux te préparer à essayer d'attaquer ça, puis de les éviter. Ça se prépare une santé, puis c'est comme tu as dit, c'est un effet cumulé, hein, c'est des petites actions que tu pourrais te dire sur le coup, ça sert à quoi de me stationner un petit peu plus loin au Walmart puis que j'aille marcher? Tu sais, pourquoi le nombre de fois que je vois des gens attendre pour avoir la place la plus proche pour éviter les pas ou... Tu sais, c'est fou, là, de faire tu sais, tu t'attends au Starbucks puis tu stationnes pas pour faire les quelques pas, mais tous ces mini gestes-là, au final, ça s'accumule. Il y avait une étude qui montrait, puis moi, ça m'a vraiment... ça m'a parlé, c'est que si tu marches 10 minutes par jour, 10 minutes, c'est rien. Tu peux gagner 1,8 ans, 2 années de vie. 2 années juste en ayant marché 10 minutes par jour. Puis ça, 10 minutes, là, tu sais, des fois, on voit ça gros, le 150 minutes d'exercice par jour. Mais si tu le vois par semaine, si tu le vois petit puis te dire, hey, je vais faire 10 minutes sur mon heure de dîner ou avec les enfants parce qu'on est maman, on a la broue dans le toupette, mais après le souper, on va juste aller marcher 10 minutes à un petit rythme. Les enfants font du vélo ou tes pouces en poussette. Juste ça, au lieu de te dire... Bah, c'est peine perdue, hein, c'est rien, 10 minutes, j'ai pas fait les recommandations. Non, tu sais, c'est tout ça va s'accumuler puis tu vas être gagnant à la fin. Juste dans ce que tu viens de nommer, tu sais, c'est de l'activité physique, de bouger, mais c'est aussi du temps en famille, des relations, ça va avoir un impact sur ton sommeil après, ça a un impact sur ta digestion si tu viens de souper, il y a comme tout est interrelié. Exactement, ouais, puis je trouve ça beau, je trouve ça, ouais. Ouais, donc celles qui sont inspirées par ton histoire, qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram au nom de Mademoiselle Charlotte. Puis je suis aussi active un petit peu sur Facebook, mais c'est vraiment là qui est ma plateforme principale. Oui, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler. Plus cette formation-là évolue, je pense que d'avoir la conversation autour de chacun des piliers. Oui, vraiment, j'aurais parlé. Je pense que c'est important de passer à travers ton histoire parce que, on l'a nommé tantôt, mais ta résilience est tellement inspirante. Les décisions que tu as prises, puis tu sais, on le voit, puis l'énergie, puis tes yeux, là, comme les étincelles dans tes yeux quand tu parles de ça, je pense que c'est important qu'on apprenne à te connaître de cette manière-là, puis c'est certain qu'on va pouvoir y aller plus en profondeur dans nos prochains épisodes. Merci Charlotte d'être passée dans nos studios aujourd'hui. C'était super agréable. À bientôt. À bientôt.